Ça me touche beaucoup le droit de l'enfant parce que les enfants sont maltraités en fait, sont maltraités dans tous les pays, même la France. Je pense qu'on ne parle pas assez des viols qui se passent entre conjoints. On parle beaucoup des violences, mais pas souvent des viols qui sont commis. On a choisi le viol, les violences faites aux femmes plutôt. On n'en parle pas assez. Et que justement, il y a certaines de nos camarades qui ont subi ça. Donc on a voulu aussi en parler. Ouais, notre plaidoirie porte sur l'homophobie. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un se faire harceler pour ça et recevoir des propos insultants. Je voulais aussi un sujet qui était peu évoqué dans notre société. Et donc du coup, la pédocriminalité dans les ONG, en plus, ça existe et peu de personnes sont au courant. Alors ça permet aussi d'informer les gens. Le thème de ma plaidoirie est la culture du viol. C'est un sujet qui est encore aujourd'hui trop peu abordé, selon moi, et qui touche un grand nombre de mon entourage. En général, quand un enfant se plaint d'inceste ou même quelqu'un qui est plus âgé, on lui demande s'il est sûr, on lui demande de pas en parler parce que ça pourrait faire éclater la famille. Et je trouve que les victimes ne devraient pas culpabiliser par rapport à ça surtout. Je suis allé voir un film au cinéma en avant-première qui s'appelle Noémie dit oui, qui reglobe un peu le proxénétisme et la prostitution. Et voilà. Si le viol, ça reste quelque chose de assez tabou et dont on ne parle pas beaucoup, le viol de guerre, ça l'est encore plus. Je me mets vraiment à leur place pour leur permettre de parler ici alors qu'elles ne peuvent pas là où elles sont. Ça parle du mariage forcé, principalement en France. Je pense que c'est en effet des événements qui se passent pour la plupart à des jeunes filles de notre âge. Le sujet de ma plaidoirie, c'est les violences faites aux femmes. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'aimerais pouvoir sortir le soir, être en sécurité, pouvoir faire confiance à mon futur mari. Pour toutes ces raisons-là, c'est un choix qui a été important pour moi. Les Ouïghours, donc c'est un peuple qui est exterminé et qui produit tous nos vêtements, puis qui est exploité par les plus grandes marques. Qu'est-ce que vous espérez ? Que les élèves, comme les adultes, arrêtent de commander sur certains sites. Qui diminuent leur consommation, quoi. Bien, bonjour à tous et toutes. Nous sommes extrêmement heureuses de vous accueillir pour la 5e édition de la finale des plaidoiries à Compiègne. Mais cette année, il y a une nouveauté. Lucie ? Oui, donc en fait, habituellement, on vous a dit que c'était la 5e édition. On a commencé avec le lycée Mireille Grenet. On a étendu l'année d'après avec le lycée Pierre Dailly. Et cette année, on a encore enrichi le nombre d'élèves qui participent et de professeurs qui sont impliqués avec le lycée Charles de Gaulle et le collège André Malraux. Bravo à vous. Oui. Et donc, pour être tout à fait transparente, nous sommes passés d'un effectif de 350 élèves à peu près à plus de 600 cette année. Donc 600 élèves sur 1700 dans l'Oise qui sont impliqués à Compiègne. Donc je pense qu'on peut dire que Compiègne, c'est la ville un peu terreau du concours de plaidoirie dans l'Oise. Donc j'espère que vous nous ferez honneur jusqu'à la finale départementale. On vous expliquera tout à l'heure un petit peu les prochaines étapes. Le concours de plaidoirie, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je pense que c'est une minorité de personnes, mais quand même, la Ligue des droits de l'homme vient présenter le projet le plus tôt possible, en septembre ou en octobre. On explique ce qu'est la Ligue des droits de l'homme, quels sont ses combats, ses valeurs, ce qu'elle défend, c'est-à-dire les droits et les libertés de tous et toutes sans distinction. On échange un petit peu avec les élèves selon le temps qu'on a, 1 heure à 2 heures. Et puis après, on repasse aux étapes clés du processus, c'est-à-dire la mise à l'écrit. On vient voir ce qu'ils ont fait. On essaie de les aider pour avoir un argumentaire bien construit, complet, avec des chiffres, des témoignages, des solutions, ce que vous allez entendre aujourd'hui. Et puis on revient après les vacances scolaires de décembre pour avoir au moins une session ou deux sur l'oral, l'entraînement, parce qu'une plaidoirie, c'est pas que du fond, c'est pas que de la forme, c'est la combinaison des deux. Donc c'est aussi important de développer son éloquence. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a les plus doués, ceux qui ont été choisis par déjà diverses étapes et qui vont plaider avec éloquence, conviction, et j'espère qu'ils vous convaincront tous et toutes le plus possible. Sans plus tarder, on va présenter les membres du jury qui auront la mission de départager les collégiens et collégiennes et après les lycéens et lycéennes.
membres du jury qu'on remercie d'avoir accepté notre invitation et qu'on sait qu'ils vont déployer une très grande bienveillance en écoutant tous ces collégiens et lycéens. On va vous demander de vous lever pour que la salle et puis que tous les lycéens, collégiens vous voient. Merci. Donc, Madame Françoise Dumont, présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme nationale, qui nous fait le plaisir de venir à Compiègne aujourd'hui. Monsieur Gérard Ferreira, bâtonnier du barreau de Compiègne. Important pour nos plaidoiries. Bertrand Brassens, conseiller général honoraire de Compiègne et ancien conseiller de l'Ordre des avocats. Dany Elal, présidente de Marny Jumelage, est très active depuis des années dans la solidarité internationale. Catherine Bussy, d'Amnesty International Compiègne. Et Amine Haït Ouaraou, responsable de l'association Coexister, section Compiègne. Donc le jury et vous, le public, vous allez entendre 3 plaidoiries de collégiens et collégiennes dans un premier temps, et s'en suivront 9 plaidoiries des lycéens et lycéennes. Le jury va devoir choisir la meilleure plaidoirie des collégiens. Et après, pour les lycéens, il fera classiquement un top 3 avec la possibilité d'avoir un prix spécial. Et on vous demandera à vous, les élèves, de voter aussi, ce qu'on appellera le prix du public. Donc avant de sortir pour la délibération tout à l'heure, on vous demandera de donner votre coup de cœur à votre professeur qui a un papier pour recenser vos votes. D'accord ? Bonjour à tous. Alors se trouver là, c'est pas très anodin, hein. Ça nous met un petit peu dans l'ambiance de vos camarades qui vont passer juste après nous. Et c'est vous dire la pression qu'ils peuvent avoir, parce que je n'ai pas suivi les accompagnements de Madame Samal ni des professeurs pour nous préparer à ce grand oral, mais c'est très impressionnant de se trouver sur cette scène. Donc tout d'abord, je voudrais féliciter tous les participants, tous ceux qui se sont préparés pour venir ici, parce que c'est vraiment une grande fierté de pouvoir vivre une telle expérience. Et merci beaucoup à la Ligue des droits de l'homme de leur permettre d'avoir cette opportunité. Merci beaucoup. Et pour finir, bien sûr, je vais féliciter mes enseignants qui toutes les ans se manifestent et se mobilisent pour préparer nos élèves, les suivre et les encourager. Et c'est un travail absolument formidable. Donc on les félicite aussi. Merci. Je partage bien évidemment toutes les félicitations qui ont été déjà citées. Félicitations aux enseignants impliqués, aux élèves, à toutes les belles prestations déjà qu'on va entendre aujourd'hui. Et puis, j'aurais juste un tout petit regret. Le regret, c'est que nous sommes le seul collège à participer, ce qui est déjà extrêmement bien, et nous sommes fiers d'être présents aujourd'hui. Mais j'espère que l'année prochaine, il y aura d'autres concurrents et que le challenge sera encore plus important. Merci à tous et bon après-midi. Bien, bonne finale à tous. Ça va commencer. Ah, tu en as. Bon, écoute, vas-y, elle est prête. Prends le micro. Bonjour à tous et toutes. Donc, nous allons écouter la première plaidoirie. C'est une jeune fille du collège, Andrea, et son titre est « Outrée, indignée, révoltée ». Qu'y a-t-il de plus horrible que le viol conjugal ? Être victime de son conjoint, en avoir peur, redouter la personne que l'on aime, ses réactions et ne rien oser dire. C'est en partie pour cela que ce sujet n'est pas très connu. Peu de personnes osent en parler. Cependant, de plus en plus de personnes commencent à le dénoncer, notamment via les réseaux sociaux. Et c'est pour mettre en lumière leur combat que je me tiens devant vous aujourd'hui. Le viol sur conjoint est lorsque l'on va forcer son conjoint, son compagnon, à avoir une relation sexuelle non consentie. Le viol est condamné de 15 ans de réclusion criminelle, peine qui sera agrandie à 20 ans en cas de viol entre conjoints. L'article 222-223 du Code pénal, que vous connaissez sans doute, nous rappelle que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, menace, contrainte ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
J'ai regroupé 2 témoignages qui m'ont marqué. Le premier est celui de Rose. Cette affaire s'est passée le 25 mai 2018 dans la région de Moriani, commune qui se situe en Haute-Corse. Rose est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a été victime de violences et de viols commises par son ex-époux. Rose nous explique que lorsqu'elle veut partir, le ton monte rapidement et il la pousse violemment sur le lit, jusqu'à ce qu'elle ressent une forte douleur à l'omoplate et sent ses poumons se vider, jusqu'à ce que l'impensable arrive. Son ex-époux soulève sa robe et la viole. Rien ne l'arrête, ni le refus de sa femme ou les hurlements de douleur dus à son pneumothorax. Il a fini par partir, la laissant là, gisant de douleur, humiliée sur le lit de leur fils. Une partie d'elle est morte dans cette chambre d'enfant. Elle se retrouve donc à l'hôpital et décide d'en parler aux infirmiers qui lui conseillent de porter plainte. C'est ce qu'elle a donc fait. Et commence alors 4 ans de procédure judiciaire. Après un procès tumultueux, il a été reconnu coupable par la cour d'assises de viol sur conjoint et de violence volontaire sur conjoint. Et il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle et de 10 ans d'interdiction de séjour en Corse. Ce suivi judiciaire a mis longtemps à finir. Il a commencé en 2018 et justice a été rendue seulement en 2021, 4 ans après le dépôt de plainte. Je ne comprends pas comment cela peut prendre autant de temps. Certes, il y a beaucoup d'affaires importantes, mais de la mettre 4 ans, c'est inadmissible. Je suis indignée, outrée, révoltée. En 1 ou 2 années, cette affaire aurait pu être conclue. Mais non, ils ont préféré s'attarder sur 2 affaires, plus urgentes, plus importantes que les femmes. Où sont les 15 ans agrandis à 20 ans si viol sur conjoint ? Sachez qu'en 2019, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 213 000 femmes. En ce qui concerne les hommes, je n'ai pas trouvé de statistiques, car rares sont les hommes qui portent plainte pour cela. Mais certains ont quand même le courage d'en parler malgré les moqueries liées aux idées de l'homme fort et viril qui laissent à penser qu'un homme ne peut pas être si victime de cela. Alors laissez-moi vous parler de X, qui témoigne de son expérience. Il raconte qu'il a mis longtemps à comprendre que c'était un viol conjugal. La coupable est une femme, et lui était un homme. Et la société nous laisse croire qu'un homme a toujours envie. Alors qu'il avait 22 ans et sa compagne 19, il a subi un chantage affectif terrible et oppressant pendant de nombreuses années. Cela a commencé à le détruire peu à peu et eut un gros impact sur sa santé physique et mentale. Il se sentait coupable de la rejeter et de ne pas avoir envie autant qu'il aurait dû. Il a finalement eu un déclic et réussi à la quitter. Il a mis longtemps à se reconstruire psychologiquement et porte encore actuellement des séquelles de cette relation toxique et malsaine qu'il a eue avec cette femme. Dans cette histoire, moi j'ai de la peine pour cet homme et j'ai du dégoût pour cette femme parce qu'elle a été égoïste, sans penser à comment l'homme vivait cela. Cet homme s'est autodétruit par amour pour cette femme et moi je ne le supporte pas. Les victimes peuvent se reconstruire, mais une partie d'eux n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Je trouve cela révoltant. Comment pouvons-nous accepter cela ? Un viol est grave, dans tous les cas de figure, peu importe la personne qui nous le fait subir. Mais je n'ose pas imaginer la douleur qu'on doit ressentir quand en plus c'est une personne qu'on aime qui nous fait du mal. Connaît-on jamais quelqu'un ? Sait-on vraiment de quoi les autres sont capables ? La personne finira-t-elle par nous détruire ? Voilà les questions qui m'ont assaillie. Certains diront que j'ai perdu foi en l'humanité. Et c'est peut-être un peu vrai. Vous voulez les égalités entre hommes et femmes, mais lorsqu'un homme va parler de cela, la plupart vont se moquer, car pour eux ce n'est pas preuve de virilité. Et quand ça va être une femme, on va dire « As-tu vraiment dit non ? Tu n'as pas laissé de sous-entendu ? Est-ce qu'il a vraiment compris ? Ou encore « Mais quelle tenue portais-tu » Que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil. Ça reste un crime, et on ne peut pas tolérer cela. Il faut que la justice le comprenne et qu'elle réagisse au plus vite. Il tient à nous, la nouvelle génération, de faire en sorte que le monde s'améliore et que les mentalités évoluent pour construire un monde meilleur. Je m'appelle Andrea et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, nous remercions vraiment largement Andrea, d'autant que ce n'est quand même pas facile de passer en premier. Et donc, nous passons à la deuxième plaidoirie des collégiens. Et cette fois-ci, c'est un collégien, un garçon. Il s'appelle Maher. Et son sujet est « Un meilleur monde pour les enfants ». À toi, Maher. Bonjour à tous. Dans le cadre de ce concours de plaidoirie, je voudrais vous parler des droits de l'enfant, car je trouve ça injuste de harceler, agresser et frapper. Donc, je ne veux pas que les enfants qui puissent se faire détruire leur vie par des adultes. Mes objectifs, c'est de vous expliquer les droits de l'enfant
dans le monde. Donc, les droits de l'enfant, ce sont les règles qui concernent tous les enfants du monde sans exception. Ce sont les règles qui sont rassemblées dans la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte approuvé en 1989 par l'ONU, Organisation des Nations Unies. Bonne nouvelle, il y a 196 pays, dont la France, qui ont signé ce texte. Ils ont promis de tout faire pour que les lois de leur pays respectent les droits des enfants. Malheureusement, il y a 4 pays, les États-Unis, la Palestine, la Somalie et le Soudan du Sud, qui n'ont pas ratifié la Convention, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas approuvée officiellement. Chaque jour dans le monde, 3500 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de leurs conditions de vie. Un chiffre qui fait froid dans le dos. En 2019, un enfant sur 5 est privé d'éducation. Il doit parfois quitter seul son pays pour espérer survivre, grandir, relève donc d'un combat. On estime qu'il y a 2,2 milliards d'enfants dans le monde. Pour être un enfant, il faut avoir moins de 18 ans. Être un enfant, c'est d'avoir des besoins spécifiques qui demandent des droits particuliers. En 19e siècle, lorsque les premières lois sur le travail des enfants dans les pays occidentaux font leur apparition, à cette époque, il n'est pas rare que les plus jeunes d'entre eux travaillent jusqu'à 12 heures par jour. En 1924, avec la Déclaration de Genève, la communauté internationale reconnaît pour la première fois des droits spécifiques des enfants. Un texte très court de 5 articles qui constitue les bases sociales des droits de l'enfant sans discrimination. En 1959, 11 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration des droits de l'enfant. Encore aujourd'hui, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à la naissance. Une situation qui peut sembler anodine, mais qui a en fait de graves répercussions, car ces enfants sont invisibles aux yeux de leurs États et ne peuvent donc bénéficier d'aucun droit. Il y a un enfant sur 10 qui travaille et il y a la moitié d'entre eux qui participent à des activités dangereuses lorsqu'ils ne sont pas vendus et réduits en esclavage. Par exemple, pour fabriquer une batterie de téléphone ou de voiture, les constructeurs utilisent du cobalt, qu'on trouve notamment en République démocratique du Congo. Ce minerai très demandé, extrait dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Parfois, ils ont seulement 7 ans. Et ce n'est pas bien, car les enfants sont en train de grandir, de construire leur personnalité. Pour bien grandir, ils ont besoin d'être nourris, d'être soignés, de rester avec leur famille, d'aller à l'école, et de pouvoir s'exprimer librement. Ils doivent aussi se sentir en sécurité, être protégés contre les maltraitances et le travail des enfants dans les pays menacés de guerre. Mais par contre, les enfants ne sont pas autonomes. Ils ne peuvent pas se protéger seuls. Et c'est pour cela qu'il existe des droits spécialement adaptés aux besoins des enfants. Quand leurs droits sont respectés, les enfants peuvent développer tout leur potentiel et se préparent à une belle vie d'adulte. Pourtant, complètement acquis partout dans le monde, mais aussi en France, il reste encore des efforts à faire pour que tous les enfants profitent de leur enfance. Et plus tard, en 2025, la République démocratique du Congo promet de mettre fin au travail des enfants. Nous y verrons. Conclusion, j'ai choisi ce sujet car j'ai été frappé par un professeur. C'est quand j'étais en Arabie Saoudite. Ce genre de situation m'a fait tellement pleurer que je n'oublierai jamais. Tandis que je n'ai pas de témoignages à vous raconter, car quand j'étais petit, je ne m'en rappelle pas totalement de mon enfance à cause de ce professeur. Merci pour votre écoute et au revoir. Nous passons à la 3e plaidoirie, et donc la dernière plaidoirie pour les collégiens. Ce sont 2 jeunes filles, Morgane et Malicia. Leur sujet est « Vous n'êtes pas seuls ».
Mesdames, Messieurs, bonjour. Si nous nous présentons devant vous aujourd'hui, c'est pour défendre une cause qui parle à tout le monde. Car oui, les hommes peuvent être concernés par ce sujet, mais cette cause touche surtout les femmes. Pourquoi principalement les femmes? Parce qu'en France, 250 femmes sont violées chaque jour. Vous avez bien entendu, 250 femmes par jour, et non par mois ou par semaine. 32% ont été victimes d'harcèlement sexuel au travail. 1,2 million de femmes sont la cible d'injures sexistes. 6,7 millions de personnes ont subi l'inceste. Et beaucoup d'entre elles subiront un jour une agression sexuelle comme une main aux fesses ou une interpellation. Imaginez, messieurs, que cela puisse arriver à votre maman, votre sœur, votre amie, votre cousine. Nous sommes là devant vous, élèves de 3e, et à ce jour, nous n'avons encore rien subi. Mais combien de temps cela va durer? Bientôt, ce sera nous qui subirons cela. Et comme d'habitude, personne ne fait rien. Pensez-vous à la génération future? Pensez-vous que parfois, dès l'âge de 10 ans, les filles commencent à avoir peur dans la rue? Elles pensent à comment elles s'habillent, à rentrer avant la nuit par peur de la mauvaise rencontre, à faire attention à ce qu'elles disent, à ce qu'elles font, à ce qu'elles ressentent. Ces peurs sont déjà les nôtres et celles de toutes les autres filles, peu importe leur âge ou leur classe sociale. Alors bien sûr, certains diront que c'est exagéré. Que la cause des femmes a évolué et que nous devons être reconnaissantes. Mais ces gens-là savent-ils seulement ce que l'on ressent quand on doit sortir la nuit? On espère de croiser personne de bizarre. Alors que l'on est juste sorti promener le chien à 21h, avec la boule au ventre, la gorge serrée. On marche bien dans la lumière, on s'accroche à la laisse. Et là, ça arrive. Une voiture ralentit à côté de vous et un homme vous interpelle. Eh, t'es mignonne! Vous faites semblant de ne pas l'entendre. Vous accélérez le pas, mais cela ne l'empêche pas à continuer de vous alpaguer jusqu'à ce que vous soyez rentré dans votre bâtiment. Imaginez ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu le chien pour faire peur à cet homme. Comment aurait-il réagi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce que je serais rentrée ce soir-là? Et lorsque nous sommes dans la rue et qu'on nous regarde comme des bouts de viande, est-ce encore de l'exagération? Depuis janvier 2022, il y a eu plus de 120 féminicides, soit une femme tuée tous les 2 jours et demi. Et une femme est violée toutes les 7 minutes. Et oui, vous avez bien entendu. À la fin de notre plaidoirie, une femme aura malheureusement subi un viol. Mais parlons aussi des étudiantes. Il y a une étudiante sur 10 qui est victime d'agression sexuelle et une sur 20 qui est victime de viol. Certains me diront que la tenue était exagérée. D'autres me diront que c'est la fille qui a provoqué. Que peut-être même c'est elle qui l'a embrassée en premier. Mais comment osez-vous? Comment osez-vous remettre la faute sur les victimes? Quand un homme court torse nu dans la rue et qu'on le trouve séduisant, attirant, ce n'est pas pour autant qu'on va lui arracher ses vêtements et lui faire toutes ces choses atroces. La victime n'aura jamais rien à se reprocher. Le seul coupable est et restera l'agresseur. Rien n'excuse un tel geste. Le pire dans tout ça, c'est que dans les 91% des cas, ces agressions sont faites par une personne connue de la victime et 47% par le conjoint ou l'ex-conjoint. Vous voyez, une personne de confiance. Voici des témoignages. Cela s'est passé le 1er décembre 2019. Elle aurait été droguée et violée dans son domicile lors d'un apéro par un collègue de travail. De mes 4 ans à mes 12 ans, j'ai été victime d'agression sexuelle par un membre de ma famille. À 32 ans, j'ai vu mes filles se faire violer par leur père. 32 femmes se sont faites violer par le même gynécologue lors de leur consultation dans son cabinet et ce même homme exerce encore. Des témoignages comme ça, nous pourrons vous en citer des centaines. Oui, mais on n'a pas le temps, Morgane. Et oui, tu as raison. Donc on ne devrait plus faire confiance à notre famille, nos proches, nos amis. Je sais pas, ça fait peur tout ça. Surtout que les condamnations de la justice ne sont pas à la hauteur des préjudices subis par les femmes. Et bien souvent, la parole des femmes est remise en cause et c'est intolérable. Il y a seulement 12% de femmes victimes de viol qui portent plainte. Et parmi ces 12%, il y a seulement une plainte qui aboutissent à une condamnation. 99% des faits de viol ne sont pas sanctionnés. Ou quand ils le sont, ils ont droit à des peines minimes. C'est triste à dire, mais un homme est condamné plus sévèrement quand il s'en prend aux institutions ou vole à manger pour survivre qu'un homme qui a détruit une vie. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, dans notre pays en 2023, qu'une seule femme sur 100 obtienne justice? C'est inadmissible, inacceptable. C'est une réalité qui doit changer et que nous condamnons maintenant. Si vous êtes victime d'agression sexuelle ou de viol, vous pouvez appeler le 3919, qui est le numéro d'aide aux victimes, ou le 116 006, le numéro européen d'aide aux victimes. En définitive, il semble fondamental d'éduquer les hommes afin de changer les mentalités et d'éduquer les femmes à arrêter de culpabiliser et d'oser prendre la parole. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne supporterons pas à continuer dans un monde où les femmes ont peur de sortir la nuit, où les femmes ont peur d'être battues, violées, humiliées. Nous nous battrons pour nos droits et pour être respectés et nous espérons que vous battrez avec nous. Merci à vous. Maintenant, nous passons aux plaidoiries des lycéens et des lycéennes. La première plaidoirie, ce sont 2 jeunes filles, Célia et Anaïs.
Et donc leur sujet est « L'amour ne fait pas mal, votre haine, si ». Vous savez ce que nous a dit Morgan Freeman il y a quelques années ? « Je déteste l'homophobie. Ce n'est pas une phobie. Tu n'as pas peur. Tu es juste un connard. » Oui, c'est vrai. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Je me souviens qu'Hillary Clinton nous a dit « Être homosexuel n'est pas une invention occidentale. C'est une réalité humaine. » Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'homophobie ? Vous le savez, vous ? L'homophobie est le mépris, le rejet violent ou la haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie englobe donc les préjugés et les discriminations. Et cela peut se manifester par de la peur, de la haine, du harcèlement ou encore de la violence envers tout l'ensemble de la communauté LGBTQIA+. Et depuis 2016, le nombre d'actes anti-homosexuels a majoritairement doublé. Nous avons pu avoir le témoignage de Christopher, qui nous a dit que son père l'avait renié. Renié tout ça parce qu'il lui a fait son coming out. Et oui, l'homophobie peut être donc du harcèlement. Comme Chanel, qui nous a dit qu'elle avait subi de la biphobie par ses camarades de classe et sa mère. Oui, sa mère. Ce qui l'a menée à tenter un suicide, et malheureusement, beaucoup sont contraints de choisir cette voie. Mais ça peut être encore plus dramatique, comme ça peut aller du meurtre à la condamnation à mort, comme c'est le cas en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Iran, au Soudan, au Yémen, en Mauritanie, ou encore, vous savez, récemment, où s'est passée la Coupe du Monde. Mais je parle bien du Qatar. Le Qatar aussi fait partie de ces pays. Ça fait beaucoup, non ? Mais il y a encore de l'espoir, car depuis peu, la Corée du Sud fait beaucoup parler d'elle. Il y a 2 mois seulement, la Haute Cour de Séoul a reconnu pour la première fois les droits d'un couple homosexuel, ce qui est pour les Sud-Coréens une victoire historique. On peut penser qu'avec le temps, les mentalités changent, mais pas du tout. Si on parle seulement de la France, les actes anti-LGBT+, étaient en hausse de 28% en 2021. 28%. Par exemple, Xavier nous a dit que sa mère homophobe avait tenté de l'empoisonner quand il avait 12 ans avec de l'eau de Javel. C'est super toxique. Non mais juste, vous trouvez ça normal, vous ? Vous voyez jusqu'où ça peut aller ? Mais d'ailleurs, quand on pense aux différentes orientations sexuelles, on pense essentiellement à l'hétérosexualité, l'homosexualité ou la bisexualité. Mais il en existe plein d'autres, comme l'asexualité, qui décrit quelqu'un ne ressentant pas d'attirance sexuelle ou très peu. Ou bien il existe la pansexualité, qui est une personne qui peut être attirée par n'importe qui, qu'importe son genre ou son sexe. Mais du coup, on peut être amené à penser que si on est victime d'homophobie, ou que l'on risque de l'être, c'est parce qu'on est gay, lesbienne, etc. C'est de ma faute. Si je n'étais pas gay ou lesbienne, je n'aurais pas ces problèmes. Je ne serais pas rejetée et insultée par la société. Mais tu as tout faux. Cette manière de voir les choses est culpabilisante. Elle peut nous amener à penser que nous sommes responsables de ce qui nous arrive ou peut nous arriver à cause de nos orientations sexuelles. Anna est le parfait exemple. À 14 ans, elle nous a dit être tombée amoureuse d'une fille. Elle s'est sentie mal et elle pensait clairement qu'elle était folle. Pourtant, il est possible d'avoir un autre regard sur ces situations. Si je suis discriminée, victime d'homophobie, ce n'est pas parce que je suis gay ou lesbienne. C'est parce que certaines personnes n'acceptent pas mon orientation sexuelle. Et ce sera beaucoup plus simple. Avec cette manière de voir les choses, il est beaucoup plus facile de comprendre que nous ne sommes pas en faute, mais au contraire légitimes à nous défendre et à faire valoir nos droits. Et concernant les lois ? La loi punit les injures, la diffamation, la discrimination et les violences lorsqu'elles sont basées sur l'orientation sexuelle réelle ou supposée de la victime. On parle alors d'injures, de diffamation, de discrimination et de violences homophobes. Oui, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 nous dit très clairement que les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre est un délit passible de sanctions pénales pouvant aller de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende jusqu'à 5 ans et 75 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 75 000 €. Mais malheureusement, l'État français n'agit que rarement sur ce genre de cas, ce qui est clairement une honte. Mais ce n'est pas la seule loi qui existe. Il existe aussi la DUDH. Oui, la DUDH est la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Elle réunit tous les articles en rapport à notre devise française, la liberté, l'égalité et la fraternité. Comme l'article 1er qui nous dit « Les êtres humains naissent libres et égaux en droit ». Libre et égaux en droit? Alors on a le droit d'aimer qui on veut. Alors pourquoi on entend sale pédé, sale tapette, gonzesse? Pourquoi est-ce que seulement une personne sur 5 porte plainte en cas d'agression ou de menace homophobe? Pourtant, vous pouvez porter plainte. Et pas seulement si vous êtes victime. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes témoin. Et si vous vous sentez concerné, il existe des numéros de soutien et d'aide, comme le SOS Homophobie, que vous pouvez contacter au 01 48 06 42 41. Et surtout, n'hésitez pas. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut faire si un homme aime un autre homme ou si une femme aime une autre femme? Ça ne me concerne pas et ça ne vous concerne pas. C'est de l'intimité d'une personne dont on parle aujourd'hui. Moi, je trouve pas ça normal. Il y a tellement de personnes qui se sentent obligées de se cacher par peur des représailles. Mais pourquoi il existe tant de personnes dans ce monde qui ne sont pas assez ouvertes d'esprit? Voilà ce que subit depuis toujours la communauté LGBT+. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal d'être traité comme ça parce que vous aimez quelqu'un? Il faut que ça change, le monde doit changer. Nous passons à la deuxième plaidoirie des lycéens. C'est une jeune fille, Maïssa. Son sujet est la pédocriminalité dans les ONG. Allez, à toi Maïssa. Les associations humanitaires. Un monde merveilleux, n'est-ce pas? On connaît tous une association humanitaire, comme par exemple l'UNICEF, qui œuvre pour la défense des droits de l'enfance, les Restos du Cœur, qui garantissent des repas gratuits aux personnes pauvres et démunies, ou encore Médecins sans frontières, qui a pour but d'apporter une assistance médicale aux populations dont la vie et la santé est menacée. Très engagées et militantes, les associations humanitaires agissent au niveau international et local et sont basées sur deux grandes valeurs: la solidarité et l'humanité. Elles réalisent un travail très respectable et défendent d'humbles causes, et pour cela, elles méritent une très grande reconnaissance de notre part. Mais, cependant, depuis plusieurs années, des scandales sexuels liant de la pédocriminalité à de l'abus de faiblesse se sont multipliés au sein des associations humanitaires. C'est de cette réalité, pas toujours rose, dont je souhaite vous parler. Malheureusement, peu de cas ont été judiciarisés. De plus, cette couverture d'organisations non gouvernementales, plus communément appelées ONG, complique le travail à la justice. C'est pourquoi ces types de sujets sont peu documentés et même médiatisés, malgré la gravité des situations en question. Des centaines d'enfants, parfois âgés de 6 ans seulement, vendent des faveurs sexuelles en échange de savon, de téléphones portables et même de nourriture à des membres d'organisations non gouvernementales. C'est ce qu'affirme l'ONG Save the Children, basée au Royaume-Uni, dans une étude intitulée « No one to turn to », qui signifie en français « aucun recours » ou encore « personne vers qui ne se tourner ». Cette étude met au jour les actes ignobles d'un petit groupe de personnes abusant sexuellement de certains des enfants les plus vulnérables au monde. Ces mêmes enfants qu'ils sont supposés protéger. Nous parlons bien ici d'une violation des droits de l'enfance. Selon l'article 34 de la Convention internationale des droits de l'enfance, chaque enfant a le droit d'être protégé contre toute forme d'abus et de violence sexuelle. Puis il y a aussi l'ONG Oxfam qui a remis au gouvernement haïtien une étude interne réalisée en 2011. Cette étude met en cause de nombreux employés pour des faits d'harcèlement, d'intimidation et de prostitution. De plus, une jeune haïtienne a raconté au quotidien The Times avoir eu une relation sexuelle avec l'ancien directeur d'Oxfam, M. Roland Weinovers-Meeren. Elle n'avait alors que 16 ans, et lui 61 ans. Oui, 61 ans. En échange, il lui aurait donné de l'argent ainsi que des couches pour son nouveau-né. Mais de son côté, M. Roland Weinovers-Meeren a tout nié face aux médias belges. Il dit avoir une relation sexuelle avec une femme honorable et d'âge mûr, et il insiste bien sur le fait qu'il n'y aurait pas versé de l'argent. Mais un peu après, M. Roland Weinovers-Meeren va démissionner de son poste de directeur.
Passons maintenant à l'histoire de Thierry Deventière. Thierry Deventière, un Français de 52 ans, un homme qui a décidé de donner de son temps pour aider, protéger et assister des enfants qui vivent des drames. Ce fameux Thierry Deventière en a profité pour abuser de pas moins de 66 enfants. 66 enfants lors de soi-disant missions humanitaires entre le Sri Lanka, la Tunisie et l'Égypte, et ceci de 2002 à 2011. Le procès a été hors norme suite à ce chiffre affolant, 66, ce chiffre qu'a fini par reconnaître l'accusé. Il faut dire que les photos et les vidéos pédopornographiques sont tout simplement insoutenables, de l'aveu même des policiers spécialisés, pourtant habitués aux affaires de pédophilie. Ce qui est décrit devant la cour d'assises de Versailles peut être assimilé à des actes de torture et de barbarie. Monsieur Deventière a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Versailles. Mais maintenant, que faire face à ces situations à répétition ? La vaste majorité des associations humanitaires ne sont bien entendu pas impliquées dans les sévices sexuels ou dans l'exploitation d'enfants, mais elles reconnaissent tout de même que travaillant dans des conditions d'urgence, elles restent vulnérables et peuvent être exposées à ce genre de problème. Alors il serait judicieux de mettre en place des mesures strictes, comme imposer l'obligation de fournir un casier judiciaire vierge pour toute personne souhaitant intégrer une ONG, ou encore qu'une charte soit rédigée par l'ONU. Cette charte devrait être signée et respectée par toutes les associations. Les lois à suivre seront faites en sorte de mieux encadrer et surveiller les employés qui travaillent en contact direct avec les enfants. Mais il y a aussi des lois déjà mises en place qui correspondent parfaitement au type de solution, comme par exemple celle contre le détournement de mineurs, puisque le détournement de mineurs est un délit pénal pouvant être puni d'une peine allant de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, conformément aux dispositions de l'article 227-8 du Code pénal, ou encore celle de l'article 223-15-2 du Code pénal, présentant l'abus de faiblesse ou de l'ignorance, comme abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne afin de l'amener à un acte lui étant très gravement préjudiciable. La peine maximale est de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Alors, pour moi, évoquer ce sujet, c'est exposer la perversité de l'homme. C'est exposer certains travers d'une société malade. Car auriez-vous imaginé, l'espace même d'un instant, que ces associations soient créées ou même infiltrées par ce genre d'individus ? Non, bien évidemment. Alors agissons. Agissons pour éviter que des faits divers se multiplient. Agissons pour que les coupables soient punis. Agissons pour que les victimes soient écoutées. Agissons pour que les faits que j'ai évoqués ne soient plus jamais réitérés. Il est bien important de comprendre mes propos. Je ne suis pas là pour noircir l'image des associations humanitaires. Bien au contraire, les associations humanitaires sont essentielles, surtout dans notre société actuelle. Alors ne laissons pas des actes isolés entacher leurs actions. Merci. Donc maintenant, voici la 3e plaidoirie des lycéens et des lycéennes. Nous accueillons donc Léo, dont le sujet est « Proxénétisme entre trafic et tabou ». À Compiègne, le 7 août 2022, une adolescente de 15 ans est libérée d'un enfer, le proxénétisme. Séquestrée, enfermée, violée par 4 proxénètes, dont une femme, qui sont actuellement suspectés de proxénétisme et de trafic. Alors tout d'abord, le proxénétisme, c'est quoi ? Le proxénétisme, c'est le fait de pousser quelqu'un à se prostituer tout en récupérant les bénéfices. La prostitution, c'est lorsqu'on vend ses services sexuels en échange d'argent. La définition légale du proxénétisme est le fait de, par quelque manière que ce soit, aider, assister ou protéger la prostitution d'autrui. Le proxénète est la personne qui récupère les bénéfices de la prostitution. Dans le cas évoqué, le proxénète serait donc un bienfaiteur. Il l'aiderait la prostituée, lui fournirait un véhicule, un lieu où séjourner. Malheureusement, c'est le plus rare et l'adolescente à Compiègne n'a pas eu cette chance. L'autre forme de proxénétisme consiste à pousser quelqu'un à se prostituer tout en récupérant les bénéfices. Ils peuvent par exemple la violer, l'enfermer, la séquestrer pendant plusieurs jours. C'est cette forme de proxénétisme qu'a subi l'adolescente à Compiègne.
Alors, en quoi est-ce que le proxénétisme est-il une atteinte à la dignité? Car certes, la dignité n'est définie dans aucun texte de loi, mais il s'agit de disposer librement de son corps. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948, dit en son article 1er que tout être humain naisse libre et égaux en dignité et en droit. En France, le droit à la dignité est un principe à valeur constitutionnelle. Il a été repris à l'article 16 du Code civil. La loi assure la primauté de chaque personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. En France, le proxénétisme est vu comme une atteinte à la dignité de la personne, un droit humain bafoué et trop peu parlé. La loi française interdit le recours aux personnes qui se prostituent ou même de pousser quelqu'un à se prostituer. Tout cela est puni sévèrement et juridiquement. En France, le proxénétisme est passible de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Attention, le proxénétisme aggravé, quant à lui, est puni d'1 500 000 € d'amende et peut aller de 10 ans à perpétuité. Quelques statistiques nous montrent qu'entre 30 000 et 37 000 personnes se prostituent en France. Et d'après une étude spécialisée contre le proxénétisme, entre 80 et 95% des prostituées sont dans le proxénétisme. Et 67% des proxénètes sont des hommes. Il reste tout de même un tiers de femmes. En 2010, c'était 750 personnes arrêtés pour proxénétisme, dont 250 pour proxénétisme aggravé. Trouvez-vous ça normal? En 2008, 498. En 2016, 2017, 1670. Et la dernière loi contre tout ça? La loi 2016-444, adoptée le mercredi 13 avril 2016. Elle vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. L'objectif est de mettre fin à la prostitution, car désormais, la prostituée n'est plus pénalisée, mais le client, lui, l'est. Le Sénat a apporté des améliorations au dispositif social sur la loi, et la loi renforce de même les moyens de poursuite contre les réseaux de proxénétisme en interdisant les annonces de propositions douteuses sur les sites internet et réseaux sociaux. Pour les mineurs, entre 7 000 et 10 000 sont touchés par la prostitution. Ils sont issus de toutes classes sociales, avec un âge d'entrée entre 15 ans, mais certains cas sont repérés dès le collège à l'âge de 13 ans. Ils sont poussés par un proche, un ami, de la famille, mais dans la majorité des cas, par un petit copain. Alors, trouvez-vous ça normal, mesdames et messieurs? Je ne l'espère pas. Car en collaboration avec le ministère chargé de l'Éducation nationale, le mouvement d'UNI a apporté des améliorations au guide Prostitution des mineurs et de même a fait une campagne qui suscite 4 vidéos, dont Manon, 15 ans, Sheina, 14 ans, et Léna, 16 ans, afin de prévenir et d'alerter les générations futures contre la prostitution. Protéger nos enfants face à toute forme de violence est un droit garanti par l'article 19 de la Convention universelle des droits de l'enfant. Un numéro a même été créé, le 119, alors pour tout mineur, appelez. Car Linda, âgée de 19 ans, n'a pas eu cette chance. Un beau jour, elle rencontra Gérard, parisien, fortuné. Belle situation. Quand il décida de l'amener à Paris pour qu'ils se marièrent, Linda était toute heureuse. Jusqu'en hiver 1963, où Gérard força Linda à se prostituer pendant plus de 50 ans. 50 ans, mesdames et messieurs. À taux de 100 passes par jour, tous les jours. Linda était une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus banal, qui a vécu dans les Ardennes.
jusqu'à ce qu'elle tombe sur la mauvaise personne au mauvais moment. Elle le dira elle-même. Je suis tombé sur un garçon au mauvais moment qui me frappait et qui m'a forcé à me prostituer. En 2021, elle décida de coécrire son autobiographie avec Jean Arcelin, écrivain, afin de prévenir les générations futures contre la prostitution. Par la suite, dans une interview, elle dira « Jamais je n'ai pensé que j'aurais pu me prostituer. J'avais honte de moi. Je préférais quand je travaillais à l'usine. J'ai été plus heureuse. » De plus, elle ajoutera « J'ai pensé à me suicider, tellement j'étais dégoûtée de moi, dégoûtée de vendre mon corps contre de l'argent. Plus jamais. » Alors, mesdames et messieurs, pour conclure, chaque année, c'est une quarantaine de réseaux de proxénétisme qui sont démantelés. Et c'est tout autant de jeunes femmes et jeunes hommes qui retrouvent leur dignité et leur liberté. Alors, ouvrons les yeux. Sensibilisons à mieux connaître, renforçons les repérages au lycée, au collège, dans les universités. Et améliorons la loi 2016-444 afin de promouvoir une meilleure sécurité au sein de ce beau pays, notre pays, la France. Merci. Nous allons maintenant écouter la 4e plaidoirie des lycéens. Ce sont 2 jeunes filles, Anne-Lise et Ombeline. Leur sujet est « Un prince charmant, pas comme les autres ». Oh, d'ailleurs, je t'ai pas dit. Mais quoi? J'ai rencontré un garçon. Sérieux? Il est parfait, vraiment. On s'est mis ensemble il n'y a pas très longtemps. Faut vraiment que je te le présente. Tu verras, il est hyper gentil en plus d'être drôle. Quoi? Mais c'est trop bien, il s'appelle comment? Il s'appelle Louis, mais tu le connais pas, il est pas dans notre lycée. Mais toi alors, tu me parles jamais de ça, raconte-moi. C'est normal, c'est un peu compliqué en ce moment. Bah, pourquoi? Bah, surtout, je le répète pas, mais mes parents m'ont annoncé que j'allais bientôt devoir me marier. Quoi? Mais avec qui? Je sais pas vraiment, certainement un ami de mes parents, je le rencontre ce week-end de toute façon. Mais tu le connais même pas. Et à ton âge en plus, t'as que 16 ans, hein, c'est pas normal. En effet, ce n'est pas normal. Imaginez que demain, une journée banale, vous rentrez des cours, et vos parents vous annoncent que dans quelques semaines, vous serez marié à un inconnu de 50 ans. Vous allez me dire que c'est improbable, et vous allez forcément refuser. Mais si vous étiez menacé d'être tué? On pourrait croire que c'est rare, mais non. C'est en effet des scénarios très similaires à celui-ci que vivent plus de 12 millions de mineurs chaque année dans le monde. Pourtant, nous n'entendons jamais parler de ce problème, et je suis sûre que vous n'en avez jamais entendu parler. Car cependant, malgré les 70 000 éventuels cas en France, seulement 12 à 15 mariages forcés sont traités chaque année. Or, selon l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sauriez-vous nous définir le mariage forcé? Il désigne toute union, qu'elle soit civile, coutumière ou religieuse, dans laquelle une des deux personnes, ou parfois les deux, ont subi des menaces et ou des violences pour les y contraindre. Or, selon l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Et depuis la loi du 4 avril 2006, l'article 222 et depuis la loi l'article 144 dit que l'homme et la femme ne peuvent contracter un mariage avant 18 ans révolus en France. Concernant les mariages coutumiers, religieux ou traditionnels, impliquant des rapports sexuels forcés, cette loi est intraitable. Les mineurs de moins de 15 ans ne sont pas considérés comme aptes à consentir à l'acte sexuel. La protection des mineurs de moins de 15 ans risquant d'être mariés de force, ou l'ayant été, s'articule donc autour de cette interdiction basée sur 3 dispositions qui punissent. L'article 227-25 du Code pénal, la personne majeure peut être poursuivie et punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende dans le cas d'une atteinte sexuelle. L'article 222-29-1 du Code pénal dit que la personne majeure peut être poursuivie et punie d'une peine de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende en cas d'une agression sexuelle. Et enfin, d'après l'article 222-23 et 222-24 du Code pénal, la personne majeure peut être poursuivie et punie de 20 ans de réclusion criminelle dans le cas d'un viol.
Mais puisque c'est interdit, pourquoi y a-t-il toujours 70 000 femmes en France confrontées à cela? En effet, ces lois sont bien présentes, mais ça ne reste que des législations qui ne sont souvent pas respectées. Vous ne vous en rendez certainement pas compte, mais ces cas sont normalisés, voire même idéalisés depuis votre tendre enfance. Blanche-Neige qui se marie avec son beau prince charmant car il lui a sauvé la vie avec un baiser d'amour sincère. N'est-ce pas mignon? Elle avait 14 ans et le prince en avait 31. Trouvez-vous toujours ça mignon? Certains nous diront que dans le dessin animé, la différence d'âge n'était pas frappante. Mais lors de cette fameuse scène du baiser, n'avez-vous pas remarqué qu'elle dormait? Et qu'elle n'avait pas dit oui? Cela n'a pourtant choqué personne qu'elle ne soit pas consentante. Nous avons banalisé cette scène. Dites-vous que de nos jours, 21% de la population féminine est mariée de force avant ses 18 ans, soit une fille sur 5. Les mariages forcés sont contraires au droit français, tout comme ils sont contraires à la plupart des législations des autres pays du monde. D'après l'article 146-1 du Code civil, le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence. Fatou avait 13 ans lorsque sa famille lui a trouvé un mari. C'était le père de sa meilleure amie. L'homme vivait en France et avait l'habitude d'envoyer beaucoup d'argent au Mali, où vivait l'adolescente. Il avait fait part à sa famille son souhait de la prendre pour femme. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme. Je cite, « Ma famille disait, tu as trouvé un bon mari, tu vas être à l'abri du besoin. » Tout le monde était content, raconte la jeune femme. À aucun moment, quelqu'un ne m'a demandé si j'avais envie de me marier avec lui. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai dit à ma mère que je ne voulais pas. Elle m'a giflé. Elle n'avait jamais levé la main sur moi auparavant. J'ai compris à ce moment-là que je n'avais pas le choix. Vous vous rendez compte? Elle avait 13 ans. Et vous, que faisiez-vous à 13 ans? Moi, à 13 ans, je venais tout juste de rentrer au collège. Et mes parents m'offraient mon tout premier téléphone. Eh bien, elle a 13 ans, elle se mariait. Or, selon les principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant a le droit au respect de ses opinions et au droit de vivre, survivre et se développer. Ce témoignage nous montre bien que ça peut arriver à n'importe qui. Des filles de notre âge, de notre lycée, qui un jour seront absentes, puis plus aucune nouvelle. Tout le monde pensera qu'elles se sont déscolarisées parce qu'elles avaient la flemme de venir ou tout simplement parce qu'elles ont déménagé. Personne ne saura jamais qu'elles ont été contraintes de vivre le restant de leur jour aux côtés d'un inconnu. Et non, nous ne parlons pas de la jeune fille de 16 ans avec le garçon de 20 ans. C'est un écart bien plus conséquent. On parle en général de la jeune fille de 16 ans avec l'homme de 50 ans. Et non, ce n'est pas comme dans les mariages forcés romantisés dans les livres ou les films où la jeune femme finit par tomber amoureuse. Et non, ce n'est pas le bel acteur de télévision. C'est bien plus grave que cela et ce n'est pas toujours pris au sérieux. Nous pouvons prendre pour exemple ce témoignage écrit par un proche d'une victime. J'ai 5 sœurs. L'une d'elles s'appelle Nasra. Arrivée à un certain âge, ma mère a annoncé à mes sœurs qu'elle devait au plus vite trouver un mari. Car dans ma famille, une femme qui n'a pas de mari avant ses 18 ans est une femme idiote. Alors, on a annoncé à ma sœur qu'elle allait être mariée de force avec un homme. Ma mère avait fait la connaissance d'une femme fortunée qui se plaignait de ne pas trouver de femme pour son fils. Ma mère a directement sauté sur l'occasion, afin de toucher plus d'argent grâce à la richesse de cette femme et organiser le mariage forcé. Nasra n'était pas d'accord, elle a refusé. Ma mère est devenue folle de rage et a décidé de jeter ma sœur à la porte. Et elle a contacté tous les autres membres de la famille pour faire pression sur elle. Ma sœur a alors été hébergée par l'une de ses amies d'enfance. Ma sœur a fini par craquer et accepter le mariage. Elle a dû renoncer à ses études, à ses rêves, pour mener une vie de femme mariée dont elle n'avait pas voulu. Elle avait beau essayer d'y voir le côté positif, il n'y avait rien à faire. Nasra a fini par tomber en dépression. Elle a voulu faire passer le bonheur de son mari et de ma mère avant le sien. Pleine de regrets et de chagrin, elle a fini par se suicider. J'avais 5 sœurs. L'une d'elles s'appelait Nasra. C'est donc pour mettre fin à cette pratique néfaste que des associations et des numéros de téléphone ont été mis en place, comme le refuge du Low Power ou encore le 3919. Alors surtout, n'hésitez pas à en parler. Et n'oubliez pas, j'ai le choix. Vous avez le choix. Et Nasra aurait dû avoir le choix. Nous passons maintenant à la 5e plaidoirie des lycéens.
Et nous accueillons donc une jeune fille, Leïla. Son sujet est « Nous y participons tous ». Viol. C'est un mot lourd, pesant. Voyez, je le laisse planer et très vite une mauvaise ambiance s'installe dans la salle. Pourtant, il est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Si, par exemple, vous prenez le temps de tourner la tête à gauche, puis à droite, vous observerez sûrement une personne ayant vécu une agression sexuelle. Mesdames et messieurs, je pense aujourd'hui parler au nom de toutes les victimes de violences sexuelles lorsque je vous dis ceci. Le viol existe. Et le viol tue. En France, dans l'article 222-23 à 222-26 du Code pénal, le viol est énoncé comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque forme qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne d'auteur, par violence, menace, contrainte ou surprise. Le viol comprend donc pénétration buccale, anale, vaginale, par le sexe, les doigts ou un objet. Mais le viol est cultivé par la désinformation. On minimise le viol, on le méconnaît, on le banalise et on justifie les agresseurs alors même qu'il s'agit d'un crime ignoble qui brise des individus, des hommes, des femmes, des enfants, jusqu'à parfois ne pas leur permettre de s'en remettre. Nombreux ne s'en relèveront jamais. Cette méconnaissance passe par le fait qu'on présente le viol instinctivement, et ce par notre éducation, comme un événement unique. Un homme agressant une jeune femme au couteau sous un pont en pleine nuit, alors qu'elle rentrait de soirée, était en jupe courte, sûrement ivre. Mais ne soyons pas idiots. Tous les viols ne se déroulent pas comme cela. Il en existe sous tellement de formes que les victimes elles-mêmes ont parfois du mal à se le représenter comme tel. Et ce parce que la notion même de consentement est bafouée par nos mœurs. Un rapport sexuel exigé suite à un service rendu est un viol. Retirer le préservatif sans l'autorisation de l'autre est un viol. Une fellation forcée est un viol. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation d'urgence. J'ai bien trop souvent entendu dire ces derniers temps que le viol pourrait être justifiable, appréciable, que certains et certaines en jouiraient. Non, cela n'a rien de sexy ou d'attrayant, c'est un acte courant et destructeur, à un degré de violence inimaginable. Et j'ai le regret, l'immense regret, de nous annoncer que nous y participons tous et toutes. Sa culture, la culture du viol, ce viol diabolique et infernal, ce viol avec un grand V. Mais laissez-moi vous proposer quelques exemples pour appuyer mon propos. Vous êtes-vous déjà penché vers une jeune fille se plaignant de se faire embêter par ses camarades et pour la rassurer, lui avez avoué à demi-mot qu'il était normal de se faire emmerder? Oh, les garçons regardent sous ta jupe. Non, mais c'est parce qu'ils t'aiment bien. Avez-vous déjà laissé sous-entendre qu'une tenue était le problème, contrairement au manque d'éducation de certains et certaines? Ah non, mais tu vas pas sortir comme ça, t'habiller comme une salope. Hein. Si tu te fais agresser, ce sera de ta faute. Avez-vous déjà ordonné à votre propre enfant de se protéger des membres mêmes de sa famille? Mais quelque chose de plus couvrant. Ton oncle, ton père, ton frère sont à la maison. La culture du viol est présente dans notre quotidien à toutes et à tous, et elle entraîne un rejet de la faute sur la victime, qui ressent ensuite une difficulté ultime à se présenter comme telle. Car si le viol est un sujet tabou, la culture du viol est encore plus, car elle est culpabilisante. J'ai eu le privilège, car oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'heure où je m'adresse à vous, c'est en effet un privilège. J'ai eu le privilège de ne jamais avoir eu à vivre ce genre de violence. Aujourd'hui, le danger est omniprésent. Les supposées proies sont sexualisées à outrance. L'euphémisme est ce qui tue à petit feu des centaines de milliers d'entre nous. En effet, ne pas oser nommer ce que nous considérons innommable laisse entendre que cette violence subie ne doit ni être avouée ni dénoncée. Or, des estimations à minima ont été faites par le gouvernement français. 94 000 femmes seraient victimes de viol ou de tentatives de viol par an. En France, 94 000 femmes, mesdames et messieurs, cela représente 10 femmes toutes les heures, une femme toutes les 6 minutes. C'est invraisemblable. J'aimerais avoir ce détachement, ce discernement général. Malheureusement, je n'ai que ma terreur, ma douleur, ma colère furieuse à vous partager. Cette infamie tolérée sous des arguments fallacieux, je la redoute en permanence. Ce droit fondamental à la personne que notre pays devrait faire prévaloir et bafouer, violer pour ainsi dire. Le droit à la vie, la liberté, la sûreté, l'intégrité, la dignité. Pensez-vous qu'afficher une charte dans une école est suffisant? Alors oui, j'ai peur. J'ai peur en permanence.
pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis, pour moi. J'ai dit plutôt ne pas avoir été victime de viol. Mais je suis bel et bien victime de cette culture intolérable, ainsi que nous tous dans cette salle. Nous sommes toutes et tous victimes de cette société. Mais posons-nous alors la question. Que souhaitons-nous pour les futures générations? Un droit aussi futile que celui de ne pas se faire agresser? J'ai tant de regrets à devoir aujourd'hui me tenir devant vous pour défendre ce sujet. C'est bien là la preuve d'une urgence quotidienne et planétaire. Agissons, individuellement agissons. Revoyons cette éducation du consentement chez les plus jeunes. Apprenons dès le plus jeune âge, car le plus tôt sera le mieux, que jamais nous ne possédons un corps autre que le nôtre, que jamais un nom n'est à prendre à la légère. Avoir vécu un viol constitue un traumatisme, apportant avec lui les conséquences d'un traumatisme. Anxiété, stress post-traumatique, troubles du comportement alimentaire, troubles obsessionnels du comportement, baisse de l'estime de soi, hypervigilance, dissociation, déréalisation, scarification, dépression. Nous nous devons d'agir face à ce problème. Et je reprendrai ici les mots de Greta Thunberg. Je ne veux pas que vous soyez plein d'espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Et ensuite, je veux que vous agissiez. Alors oui, des dispositifs ont été mis en place. Planning familial, CIDFF, qui est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Mais est-ce suffisant? Car à l'étranger, la situation n'est pas meilleure. En Inde, des viols curatifs sont utilisés pour soigner l'homosexualité. Au Royaume-Uni, une femme sur 4 a déjà vécu des violences sexuelles. 43 pays dans le monde ne considèrent pas le viol conjugal comme légalement incriminable. Nous nous devons de connaître le viol et sa culture désormais. Nous nous devons de protéger les victimes, éduquer les plus jeunes. Je souhaiterais désormais conclure en vous partageant le témoignage d'une jeune fille en Inde, une adolescente dont je tairai ici le nom. Victime de cette culture du viol que j'espère vous vous acharnerez désormais à combattre. Elle s'est faite violer et violenter par 44 individus. 44 hommes. Réalisez bien l'horreur de la chose. Elle n'était qu'une enfant et devra vivre avec ce traumatisme, cet enfer constant, et ce, toute sa vie. Le monde en est arrivé à ce stade? C'est notre réalité, la mienne, la vôtre? Quand allons-nous ressentir la détresse, le désespoir de cette situation? Agissons désormais. Arrêtons-le, ce viol. Merci. Sixième plaidoirie des lycéens et lycéennes. C'est une jeune fille qui s'appelle Églantine. Son sujet est « La seule chose à briser, c'est le silence ». Lorsque je suis arrivée à la gare, j'ai senti que je n'étais pas en sécurité. Je m'étais mise en retrait, sur le côté, pour avoir une vision de tout ce qui pouvait arriver vers moi. Et je vois ces 5 mecs. Ils ont masque et casquette, de sorte que je ne peux pas les reconnaître. Ils m'ont lancé un « T'es mignonne, viens avec nous, on va s'amuser ». Jeanne, 19 ans. Nous sommes face au témoignage d'une des nombreuses victimes de violences sexuelles de rue. Des Jeanne, des Alice, Ambre, Inès, Rose, Mia, Marion, Adèle, Ava, Anne. Beaucoup trop de noms. Beaucoup trop de femmes victimes de la violence de notre société. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler des violences faites aux femmes. En effet, chaque année, en France, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou d'une tentative de viol. Dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. En 2017, environ 1 million de femmes ont été confrontées au moins une fois à une situation de harcèlement sexuel au travail ou dans un espace public. Il s'agit d'estimations minimales. Les violences faites aux femmes peuvent prendre différentes formes. Harcèlement, agression, violence conjugale, mais dans tellement de cas, les plaintes ne sont pas entendues. En effet, pour les femmes s'étant déplacées, 43% ont porté plainte. Mais 80% de ces plaintes
ont été classés sans suite. Est-il normal de risquer sa vie dès que l'on sort le soir? Est-il normal de risquer sa vie dès que l'on prend les transports en commun, le bus, le métro, le tramway? Passons la journée dans le corps d'une femme que nous appellerons Alice. Le matin, Alice se lève pour aller travailler. En montant dans la rame, un homme fait exprès de faire tomber sa carte de transport. Il se baisse, la ramasse, au passage, lui caresse la jambe. Elle ne le connaît pas. Il fait exactement la même chose à une autre femme, 2 minutes plus tard. Alice ne bronche pas, habituée à pire une fois un homme, soutenu par d'autres, lui a claqué les fesses. Et oui. Est-ce que vous imaginez ce que cela fait d'en être réduite au statut d'objet? Parce que vous savez que si vous dites quelque chose, que si vous faites quelque chose, ce sera pire pour vous. Si en prenant le métro pour aller travailler ou étudier, quelqu'un se permettait de toucher votre corps, ce qui vous appartient parce qu'il le veut, parce qu'il le peut, et que les gens détournaient le regard, comme près de 267 000 victimes par an, si l'on vous sifflait, si l'on vous insultait parce que vous avez décidé de porter une jupe plutôt courte, si l'on vous rabaissait jusqu'à perdre toute confiance en vous, enfin, si l'on vous suivait à la sortie de ce fameux métro pour vous violer dans une ruelle où personne ne vous entendra pleurer et crier et appeler à l'aide, alors peut-être comprendriez-vous le calvaire que vivent ces femmes. 9 femmes sur 10 ont déjà été victimes de violences sexuelles dans les transports. 87%, très exactement. Est-ce que nous, les femmes, nous devrions supporter de nous faire rabaisser juste parce que nous sommes le sexe faible? Non, la réponse est non. Tout d'abord, nous pourrions faire de la sensibilisation, mais à plus grande échelle. Dans les journaux, à la télévision, dans les chansons à la radio, dans les écoles, dès le plus jeune âge. Ce sujet doit être important pour tout le monde, pas seulement pour moi, ou pour vous, ou pour vous. Non, pour tout le monde. Pour en revenir à Alice, elle est en train de se lever. Elle sait que la prochaine fois, elle s'habillera différemment pour éviter de les attirer. Une étude révèle que les femmes, par instinct de survie, changent leur comportement. Certaines prévoient des habits différents selon les transports qu'elles vont utiliser. 43% préfèrent opter pour un pantalon plutôt qu'une jupe ou une robe. Est-il normal que ce soit aux victimes de faire des concessions? Est-il normal que dans un pays dont la devise prône la liberté, une femme ne puisse plus s'habiller comme elle le souhaite? Pour lutter contre ces violences, le gouvernement a mis en place un plan national. Il proposait d'expérimenter le dispositif de l'arrêt à la demande et une formation de sensibilisation des personnels des entreprises de transport. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas encore assez. Nous devons faire plus. Nous devons faire plus pour ces femmes. De retour chez elle, Alice retrouve son compagnon. Elle l'a rencontré il y a quelques années. Le garçon parfait, en public. Elle s'est mariée avec lui sans réellement le connaître. Au bout de 6 mois, il commençait à la frapper, sans raison. Ça a commencé par des coups, par des insultes, puis des coups. C'est ensuite allé crescendo dans la violence. Il l'humiliait. Il lui a même jeté de l'eau bouillante au visage. Elle criait, elle pleurait, elle lui disait qu'elle avait mal, mais rien à faire. Il continuait à la frapper. Il a même essayé de l'étrangler. En 2021, 122 femmes et 21 hommes sont décédés, victimes de leurs compagnons ou ex-compagnons. Une femme meurt en moyenne tous les 3 jours, un homme tous les 23 jours. Si le soir, en rentrant chez vous, vous étiez humiliée, honteuse parce que vous n'avez pas la force de partir, peur d'affronter les regards, peur de la mort aussi, peur de succomber aux coups, peur de ne plus pouvoir protéger vos enfants, si comme ces femmes à qui l'on a enlevé toute ombre de dignité, celles qui vivent dans la terreur de voir leur mari rentrer, si vous viviez dans la peur que votre ex-compagnon vous retrouve parce que personne n'a voulu vous croire quand vous avez assuré être suivi dans la rue, quand vous avez reçu des lettres de menaces. Si comme Alice, comme 18% des 213 000 femmes victimes de violences conjugales, vous vous êtes confié à un agent de police, mais que votre plainte a été rejetée, faute de preuves,
Alors peut-être comprendriez-vous le calvaire que vivent ces femmes. Tout d'abord, nous pourrions arrêter de dire que si la femme battue n'ose pas claquer la porte, alors elle l'a bien mérité. Nous pourrions protéger les victimes dès le dépôt de plainte pour qu'elles n'aient pas à rentrer chez elles. Nous pourrions sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. Nous pourrions libérer la parole des victimes et favoriser la révélation des violences. Nous devons faire tout ça pour ces femmes parce qu'elles le méritent. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes victimes de violences quotidiennes, pour ces femmes qui continuent de sortir le soir pour s'amuser malgré le danger, pour ces femmes victimes d'amnésie traumatique qui se souviennent des années après de leur calvaire, mais qui trouvent le courage d'aller témoigner au commissariat, d'affronter les regards, d'affronter son regard, d'affronter le regard de celui qui vous a pris une part de votre âme. Pour ces femmes, je voudrais dire, vous n'êtes pas seules. La seule chose à briser, c'est le silence. Merci de votre attention. Nous passons maintenant à la 7e plaidoirie des lycéennes et des lycéens. C'est à nouveau une jeune fille qui s'appelle Enalia. Son sujet est « Quelle justice pour l'inceste ?» Elle s'appelle Isabelle Aubry. Aujourd'hui 56 ans, c'est vivre un enfer durant toute son enfance. Cela a commencé à mes 6 ans, nous dit-elle. Elle aurait pu en parler dès son plus jeune âge, car l'innocence d'un enfant, son innocence, est irréfutable. Ce qui l'en empêche, c'est son père. Il la viole et se montre violent envers elle et toute sa famille. Aux yeux de tous, ils ne sont que père et fille. Mais à la maison, ils sont mari et femme. L'intimité, elle ne connaît pas. Lorsqu'on vit avec un bourreau, c'est compliqué de s'en procurer une. Les portes chez elle sont inexistantes. C'est plus facile pour s'y introduire. Partagée entre le dégoût et la culpabilité, elle ne sait plus qui elle est. Enfin, c'est vrai. Est-ce de sa faute si son père l'aime trop? Il reste tout de même là pour elle. Il lui chante des chansons, il lui lit des histoires. Cependant, la limite est franchise. Mais impossible de dire non à son père. Elle eut le courage de lui dire non à ses 9 ans. Rien n'a changé pour autant. Entre l'école, l'inceste, ce sentiment de solitude et ses pensées suicidaires, elle a su trouver du courage pour surmonter ses traumatismes. La justice dans tout ça, quasiment absente, quand on voit qu'on ne la prend même pas au sérieux à ses 14 ans lorsqu'elle vient dénoncer ses actes, mais surtout son père, qui est, je vous le rappelle, sa seule et unique figure paternelle. On remet en cause les viols qu'elle a pu subir sous prétexte qu'elle était amoureuse de son père. Selon l'article 222-23 du Code pénal, le viol représente tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Alors comment arrive-t-on à douter d'un tel crime? Après tout, elle l'a voulu, vu qu'elle était amoureuse. Le pire, c'est que justice ne sera même pas faite. Son père sortira après 5 mois de prison pour bonne conduite. Il a détruit la vie de sa fille et il en sort indemne. Isabelle, aujourd'hui, présidente fondatrice de l'association Face à l'inceste, représente l'une des 4 millions de personnes ayant subi de l'inceste. En France, l'inceste touche une fille sur 5 et un garçon sur 13. Mais ce sujet reste particulièrement tabou dans notre société. Mais alors pourquoi ce sujet est-il tabou? Ne pas le dénoncer, mais en danger les victimes pourtant. Mais lorsqu'il est dénoncé, il est étouffé. C'est sale, l'inceste. Ça n'existe pas. Un père, une mère, ou même un oncle, peu importe le membre de la famille incriminé, il ne pourrait pas faire ça. C'est inimaginable. Mieux encore, lorsque l'on trouve le courage de dénoncer quelque chose dont nous sommes victimes auprès de personnes que l'on croyait dignes de confiance, ils préfèrent fermer les yeux. Petit, mon frère m'avait prévenu.
Tu verras, ils me croiront. Ils s'en foutent trop complètement. Merde, il avait raison. Cet extrait du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, résume bien le poids du silence qui a longtemps accompagné les violences incestueuses. Elle a raison. À quoi bon se mettre la famille à dos? C'est vrai, quoi. L'enfant pourra vivre avec. Cependant, l'enfant vivra toute sa vie avec un stress post-traumatique. Il vivra des moments très durs et verra ses chances de faire une tentative de suicide décuplées, près de 50% de plus que la moyenne. Il sera délaissé et devra, en plus de tout ça, construire lui-même sa vie. Enfin, surtout la reconstruire. Mesdames, messieurs, j'aimerais revenir sur la notion de courage. Mais qu'est-ce que le courage? Selon moi, c'est de braver les préjugés, repousser ses limites, malgré les contraintes. Mais l'inceste ne devrait pas nécessiter de courage pour le dénoncer. Cela devrait être naturel. Un enfant devrait bénéficier de toute aide, quelle qu'elle soit. L'humanité devrait passer avant tout. Un enfant qui crie à l'aide, c'est rare. Un enfant est insouciant, il vit de sa famille et de son imagination. Pourtant, ces atrocités ne sont pas imaginées. Un enfant imagine devenir pompier ou encore jouer avec son ami imaginaire. Mais en aucun cas, il n'imagine se faire violer. Alors pourquoi remettons en cause la parole d'un enfant? Je dis bien enfant, car la moyenne d'âge des victimes est de 9 ans, et la plupart subissent déjà de touchement dès l'âge de 4 ans. C'est triste de voir le début de sa vie s'effacer petit à petit. Elle ne commence même pas. Et vous imaginez qu'en France, il y ait 22 000 enfants victimes d'attouchement par an pour seulement 700 condamnations annuelles. Que fait la justice? Elle fait de son mieux. Enfin, ça dépend. Si on regarde bien, la justice est plutôt coupable. Prenons l'exemple de Julie, une maman séparée d'un ex-conjoint manipulateur, Marc. En 2019, sa fille, Inès, se plaint d'inceste. Elle est alors âgée de 4 ans. Julie porte donc plainte pour protéger sa fille. Et son père étant violent avec sa fille, elle décide de faire constater le mal-être et les hématomes de son enfant par un pédiatre pour avoir des preuves concrètes. Mais lorsqu'elle dénonce l'inceste que subit son enfant, elle est niée par le juge. Elle fait donc appel et Marc est enfin reconnu pour ses aspects paranoïaques et violents. Le procès est toujours en cours et l'éducatrice préconise un placement en famille d'accueil, voire chez le père. L'idée est de faire taire les victimes. On préconise un placement chez le père, car la mère est trop hystérique. C'est vrai ça. Les femmes exagèrent, c'est bien connu. Les mères ne sont que des personnes qui veulent pourrir la vie de leur ex-mari. Pourtant, les actes ont été commis et sa vie est déjà détruite. Comment pouvons-nous percevoir la justice à présent? Selon l'article 5 et l'article 7 de la DUDH, tous sont égaux face à la loi et ont tous droit à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, dégradants ou inhumains. Où est donc cette protection que la DUDH prône? Comme je l'ai dit, en France, il y a 22 000 enfants victimes d'attouchement par an pour seulement 700 condamnations annuelles. Vous voyez l'écart? Il est colossal. Mais cela veut dire que les victimes sont recensées. Sinon, comment pourrait-on faire des statistiques? Où sont-elles? Sont-elles protégées? Je ne pense pas. Et si les jugements ne peuvent pas être prononcés à leur juste valeur, alors comment la protection peut être appliquée? Et sur ces 700 condamnations, combien s'en sont sortis avec une peine qui ne correspond pas avec la gravité des faits? Combien sont dans le même cas qu'Isabelle Aubry? Merci. Nous arrivons maintenant
à l'avant-dernière plaidoirie des lycéennes et des lycéens. C'est donc la 8e plaidoirie, si j'ai bien compté. Et c'est une jeune fille qui s'appelle Maëna. Et son sujet est « Mon corps, mon champ de bataille ». Syrie, Ukraine, Russie, Afghanistan ou Palestine, ces pays doivent sûrement vous dire quelque chose. Vous les avez peut-être vaguement reconnus lorsque vous zappiez les chaînes sur votre téléviseur, un jour comme les autres, entre deux programmes d'information. En ces temps de guerre, le nombre de blessés est annoncé, on pleure les morts de la journée, les dégâts matériels sont énumérés. Mais avez-vous déjà une seule fois entendu parler de violences sexuelles en période de conflit? Je ne pense pas. Généralement, on évoque plutôt cela sous le terme de viol de guerre. Alors, je vous repose la question, mesdames et messieurs, avez-vous déjà entendu parler du viol de guerre? Le viol de guerre inclut un acte de viol, d'agression sexuelle, de prostitution forcée, d'esclavagisme sexuel ou tout autre rapport charnel non consenti en contexte de guerre. Alors, ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas connaissance de ce phénomène. Vous savez indubitablement ce qu'est un viol et en quoi cela consiste. Vous en avez même peut-être déjà parlé avec vos proches ou vos enfants afin de les sensibiliser. Mais je suis ici aujourd'hui pour aborder avec vous ce sujet sensible. Cet acte de barbarie pure, ce crime sans nom, cette atroce infamie. Malheureusement, le viol au milieu de la guerre a toujours existé. Mais seulement depuis peu, durant les conflits contemporains, il a été détourné et employé comme arme de guerre à proprement parler. Organisé, défini et décidé en haut lieu au même titre que le bombardement d'un village ou que l'attaque d'un parlement, le viol de guerre est un outil de massacre, de prise de pouvoir, mais par-dessus tout d'humiliation. C'est un instrument d'autorité visant à la destruction totale d'une identité culturelle collective employée à des fins de domination et de contrôle des populations. Ces violences, et on oublie fréquemment de le préciser, sont systématiquement accompagnées de tortures. Et comme l'anthropologue Véronique Grapp le dit si bien, tout viol est une torture, toute torture est un viol. Au-delà de la violence physique et de la peine abominable engendrée par cette agression, le viol de guerre impacte la famille, les enfants de la victime, ainsi que ceux qui naîtront à l'issue de cette agression, mais également le village entier, le tissu social, potentiellement sur plusieurs générations. Le but du soldat n'est alors pas d'éradiquer sa victime, mais de détruire l'intégralité de sa race, de radier son histoire, sa culture, de transformer son pays, d'embraser ses fondations, de renverser son gouvernement. Le viol de guerre n'est pas seulement un simple amusement des soldats, mais bel et bien aussi une pure tactique militaire et politique fondée sur l'inhumanité d'un crime monstrueux. C'est cela, mesdames, messieurs, qui rend les choses d'autant plus accablantes. C'est la transformation de la détresse d'un humain, de sa souffrance, en victoire et en gloire militaire. Après avoir souillé sa personne, brisé son honneur, sali son âme et son corps, on ôte la légitimité de la dernière chose qui fait de lui un homme, sa douleur. Certaines victimes ont eu l'immense courage de témoigner. Par exemple, une jeune Ukrainienne de mon âge. J'étais prisonnière dans un sous-sol. Il y avait là le corps de ma mère tué devant mes yeux. Des soldats russes m'ont violée, tous les jours, et ils étaient nombreux. Lorsque je m'évanouissais, ils me jetaient de l'eau sur le visage et continuaient de me violer. Les soldats m'ont dit que je ne donnerais jamais naissance à un bébé ukrainien, car après cela, je ne voudrais plus jamais coucher avec un homme. Cet acte, en tant qu'arme, est basé sur un rapport de force, de domination extrême. Violer une personne, c'est le couvrir de honte. C'est un acte de salissure, de souillure, de profanation. La victime est donc placée dans une position d'infériorité. Lorsque l'on crache sur quelqu'un, c'est à lui de se nettoyer. Dans de multiples témoignages, les victimes employaient les termes « ils pouvaient tout faire », appuyant le rapport hiérarchique et l'impact psychologique qu'ont les soldats sur les victimes. À l'époque, nous ne parlions pas de ces choses-là et nous ne posions pas beaucoup de questions. Mais nous savions que les soldats cherchaient des filles. Ils pouvaient tout faire. Sylvia, 72 ans, victime de la guerre de libération du Bangladesh, qui oppose le Pakistan occidental et le Pakistan oriental en 1971. 200 000 femmes sont violées. Cet acte est justifié par une politique de purification des populations occidentales.
Le fait est que dans cette position, vous ne pouvez appeler les secours, vous ne pouvez être sauvé par la police, car vous êtes face à celle-ci, face à la justice. Les troupes ennemies prennent le contrôle du pays, ce sont elles la police. Vous ne pouvez imaginer la douleur immense, la cicatrice béante que laissent ces actes ignobles. Selon la Cour pénale internationale, le viol de guerre est établi comme un crime de guerre, mais également comme un crime contre l'humanité. Cependant, malgré ces lourdes appellations, on ne compte pas moins de 80 000 cas en 1937 en Chine, 200 000 en 1971 au Bangladesh et 500 000 en 1994 au Rwanda. Pour vous présenter une situation un peu plus récente, 3 jours, mesdames et messieurs, 3 jours après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, l'ONU avait déjà vérifié plus d'une centaine de cas d'agressions sexuelles et de viols sur des civiles ukrainiennes. Seulement, les chiffres résultant de ces études sont fortement minimisés, étant donné la difficulté à recueillir des preuves et des témoignages. Il y a donc très peu de procès et de pénalités en raison de cette difficulté. Par conséquent, très peu de cas de viol font l'objet de poursuites. Et quand bien même un procès aurait lieu, il est très difficile pour ces femmes des régions déchirées par la guerre d'obtenir justice. Je pense par ailleurs que nous sommes ici tous d'accord pour affirmer qu'il est vital que nos gouvernements reconnaissent la gravité de l'existence d'un tel acte et prennent en conséquence les mesures pour la prévenir et en punir les coupables. L'ONU, malgré une prise de conscience en 2000 avec la résolution du Conseil de sécurité garantissant soutien et protection aux femmes durant les conflits armés, garde une certaine distance face à tout cela. Et les décisions prises ne sont toujours pas suffisantes. Pour moi, le premier pas à franchir serait de libérer la parole. Nous devons tous reconnaître l'existence d'un tel acte dans ce monde. Une mobilisation collective permettrait de faire entendre les voix de ces femmes et de réveiller nos gouvernements. Des solutions doivent être trouvées, les sanctions doivent se concrétiser et les autorités doivent sévir face à cette menace. Je suis consciente qu'il ne sera malheureusement jamais possible d'éviter tous ces abominables cas de viol en raison du nombre incalculable de conflits sur cette planète. Mais nous sommes en mesure d'apporter du soutien psychologique à ces femmes détruites dont le corps est devenu un véritable champ de bataille. Vous vous demandez sûrement, après avoir pris conscience de l'atrocité des faits que je viens de vous énoncer, pourquoi donc ces crimes restent-ils si dissimulés, cachés des yeux de la société ? Eh bien, la réponse n'est que trop simple. Des femmes. Ces actes touchent, pour la majorité d'entre eux, des femmes. Ces pauvres femmes qui ne sont que le dommage collatéral d'une bataille qui n'est pas la leur. Ces malheureuses victimes du patriarcat éternel et du sexisme constant dont la voix ne sera jamais entendue, car oui, elles sont des femmes. Ces horreurs qu'elles subissent sont passées sous silence, considérées aux yeux des politiques comme un acte sexuel entre deux êtres et non comme un acte de violence et de martyre comme il devrait avant toute autre chose l'être. Je suis ici aujourd'hui face à vous, mesdames et messieurs, pour vous offrir une possibilité. La possibilité de prendre part à un combat, mon combat. La possibilité de connaître et de savoir ces douleurs qu'endurent des milliers de femmes et d'enfants dans le monde. La possibilité de comprendre que tout ce que vous pouvez lire sur vos petits écrans ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Je suis ici pour pousser le cri que ces milliers de femmes ne peuvent pas pousser. À l'aide, je suis ici pour exprimer à leur place ces mots qu'elles sanglotent à l'autre bout du monde. J'ai été violée. Merci. Nous arrivons à la 9e et donc dernière plaidoirie. Et donc, nous accueillons 2 jeunes filles, Chanel et Clémence. Et leur sujet est « Acheter, c'est être complice ». Et je crois que Chanel et Clémence ont besoin d'un très gros encouragement parce que j'ai dit que ce n'était pas facile d'être le premier, mais là, c'est le dernier groupe. Elles ont donc attendu tout ce temps avec le stress que ça représente. Donc un gros encouragement pour Chanel et Clémence. « 5 millions de détenus. Camp de concentration. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et non, on ne parle pas du camp d'Auschwitz en 1945, mais on parle d'aujourd'hui, de la situation des Ouïghours.
Qui sont-ils? Tout d'abord, les Ouïghours sont un peuple turcophone et à majorité musulmane sunnite, habitant la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine et Asie centrale. Vous vous demandez pourquoi avons-nous choisi cette cause? Eh bien, une population entière est en train de mourir et souffrir dans d'horribles conditions. Ils sont forcés à travailler, ce qui est bien sûr interdit. Je me réfère ici à l'article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui cite « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». Quel est le but du régime chinois? Eh bien, leur intention est d'éradiquer une ethnie entière, et ce, par plusieurs étapes. La première consiste à leur retirer tout droit à l'identité. D'abord, leurs vêtements leur sont retirés et on leur fournit à la place un uniforme bleu, tel des prisonniers. Ensuite, un numéro est attribué à chacun d'entre eux et bien sûr, personne n'est autorisé à les appeler par leur prénom. Puis vient l'étape de propagande, du bourrage de crâne, de la culture chinoise, ainsi que l'éradication de la croyance musulmane. Comme procédé, on retrouve l'obligation à chanter l'hymne national chinois tous les lundis matins à 9h55 précise. Ils sont forcés à manger du porc et à boire de l'alcool, ce qui va à l'encontre de leur religion. Pourtant, d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18 indique que chaque personne a droit à la liberté de conscience, de pensée et de religion. Ils sont également forcés à apprendre et chanter l'Orient rouge. Les autorités chinoises ne manquent pas d'imagination quand il s'agit de les punir. Un ancien prisonnier de l'un de ces camps déclare « Une fois, j'ai refusé d'apprendre l'un de ces chants et j'ai été puni. » Les autorités procédaient avec 4 sortes de punitions différentes. La première consistait à se faire frapper avec un bout de caoutchouc, puis de rester face au mur 24 heures, sans eau ni nourriture. La deuxième était l'isolement. Nous étions enfermés dans une pièce de 3 mètres carrés, sans manger ni boire pendant 24 heures. Il y avait aussi ce qu'on appelait la chaise tigre, où nos mains étaient enchaînées et nos mouvements restreints. La dernière consistait à jeter dehors, nus, sans manger ni boire pendant 24 heures, pendant les périodes de grand froid et de grande chaleur. L'Assemblée générale des Nations unies constate des témoignages relatifs à des faits de torture, de violences sexuelles, de viols systématiques, mais aussi des politiques de s'initiation, c'est-à-dire répandre la civilisation chinoise. Elle constate également des faits d'éradication de l'identité, de la culture ouïghour, notamment avec la stérilisation massive forcée et les multiples condamnations à la peine de mort d'individus ouïghours. C'est donc un schéma qui perpétue. Les catastrophes, guerres et morts n'ont-ils donc pas suffi pour que cela s'arrête? Toutes ces violences politiques extrêmes et systématiques à l'encontre du groupe ouïghour remplissent les critères suivants. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des membres d'un groupe, soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à travailler les naissances et transfert forcé d'enfants de groupe à un autre. La liste est longue, n'est-ce pas? Cela ne vous choque pas, nous qui vivons dans un pays où les 3 mots qui prônent sont liberté, égalité, fraternité? Un ancien policier chinois nous parle de la vie dans ces camps. Parfois, la police ordonnait aux prisonniers de violer un de détenus. On les battait, on les frappait, on cognait leur tête contre les radiateurs. Tout cela jusqu'à ce qu'ils soient meurtris et gonflés et qu'ils s'agenouillent sur le sol. Et lorsqu'on demande aux rescapés la raison de leur enfermement, ils nous répondent « J'ai lu le Coran, j'ai prié Allah, ou encore « Je me suis rendu à la mosquée ». Cela vous semble être un motif valable pour exterminer un peuple? Une enseignante ouïghour confirme l'existence de campagnes de stérilisation forcée. Elle cite « Chaque lundi, les 10 000 détenus faisaient la queue devant l'infirmerie où une injection en intraveineuse leur était faite, ainsi qu'une prise de sang avant que leur soit donné un cachet blanc. » Elle explique également avoir vu une policière porter le corps d'une jeune femme morte. La policière expliquant ensuite « Nous sommes très impliqués dans le contrôle des naissances. On leur donne la pilule, des contraceptifs dans leur nourriture. Mais cette jeune femme a continué à avoir ses règles. Elle est donc morte d'une hémorragie. Vous ne trouvez pas ça honteux? Le 18 juillet 2017, toutes les femmes ont été convoquées pour un examen gratuit et obligatoire à 8 heures. Quand ça a été mon tour, on m'a fait m'allonger, écarter les jambes
et on m'a ensuite introduit un stérilet. Ça a été une violence terrible. Je pleurais, me sentais humiliée, mais je savais ce qui m'arriverait si je refusais. Tout cela est caractéristique d'un génocide, c'est-à-dire l'extermination totale d'une population, comme les Juifs, lors de la Seconde Guerre mondiale. Leur vie se résume donc à cela. Ne pas être libre, subir, être séparé de sa famille et voir son futur réduit à néant. Personne n'est d'accord avec ça. Pourtant, nous y participons tous. Nike, H&M, Adidas, Zara, Apple, Shein et encore beaucoup d'autres bénéficient de l'exploitation de cette minorité musulmane dans ce que Pékin décrit officiellement comme de l'intégration par le travail. Cependant, bon nombre de marques ont arrêté suite à la pression des consommateurs. C'est donc pour cela que nous devons continuer à parler, car notre parole a un impact sur la suite des choses. Il a cependant nécessité une longue attente avant que les médias en parlent. Bon nombre de journalistes ont mis du temps avant de s'intéresser à ce sujet, par peur des représailles autant pour eux que pour les habitants du Xinjiang. Des journalistes s'étant rendus dans la ville ont pu constater la peur des habitants. Ils étaient coupés du monde par la censure chinoise. Chaque habitant, recevant un appel de l'étranger, était questionné par les autorités chinoises. Un journaliste enquêtant sur les Ouïghours explique un jour avoir reçu un appel des autorités chinoises menaçant de s'en prendre à sa famille s'il n'arrêtait pas son enquête. Dans le cas contraire, sa famille serait soi-disant libérée. Je vous demande maintenant de vous mettre 2 minutes à leur place. Aimeriez-vous vous faire violer? Aimeriez-vous vous faire frapper et insulter? Aimeriez-vous être séparé de votre famille? Tout ça parce que vous n'avez pas la même religion? Ils sont privés de tellement de choses, et la plus grosse d'entre elles reste sans doute le droit au bonheur. Je m'adresse maintenant à vous, vous qui êtes humains. Cautionnez-vous l'injustice, la violence de ces actes, toutes ces horreurs? Acheter, c'est être complice. Il est donc crucial, en ce vendredi 14 avril 2023, de changer la donne. À présent, pensez, réfléchissez avant d'acheter. Aucun humain ne mérite de subir ce sort. Pensez à l'histoire de la production. Pensez à tous ces morts, à tous ces persécutés. Vous seul êtes acteur. À vous d'agir. Alors, je crois que nous pouvons à nouveau applaudir très fort tous ces collégiens, tous ces lycéens, très courageux, qui n'ont pas failli. C'était un vrai challenge. Ils sont allés jusqu'au bout du challenge. C'est magnifique. Alors, je vais proposer au jury de se lever, de me suivre pour aller délibérer. Et pendant que ce temps, Lucie va vous expliquer ce qui se passe tout de suite. Alors, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez devoir voter pour votre coup de cœur. Et je compte sur vous pour choisir, en toute objectivité, votre coup de cœur. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce soir. Gérer une aisance dans son sujet, et une grande maîtrise d'elle-même. La une se détache. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la place numéro 2? Oui, j'ai premier coup de cœur. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui marquait. À la 2, la 6 plutôt. Ouais, pareil, bien sûr. Il me revient la lourde charge de présider le jury et la remise des prix. Mais avant, je vais juste vous dire quelques mots, parce que ça fait quand même quelques concours de plaidoirie auxquels j'assiste. Et je peux vous dire que d'une année sur l'autre, la qualité de ce que j'entends ne cesse de s'améliorer. Et vraiment, alors, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les membres du jury d'arriver à faire un classement. Et je peux vous dire que quelquefois, ça se joue sur des choses infimes. Bon, sensation que peut-être celle-là était plus à l'aise. Enfin bon, mais je vous assure que vraiment, c'est très encourageant. Et pour nous, à la Ligue, qui avons le souci de défendre les droits et les libertés aujourd'hui, nous avons aussi le souci de transmettre cet amour de la défense des droits et des libertés. Et je pense que vraiment, toutes vos plaidoiries ont montré qu'on peut être confiant et que vraiment, votre esprit critique est déjà bien éveillé. Alors, de toute façon, merci beaucoup.
Alors c'est très bien parce qu'avec la lumière, je ne vois rien et je me dis que les pauvres candidats tout à l'heure, en plus de leur texte, ont dû affronter cette lumière qui est quand même assez aveuglante et qui n'arrange pas les choses. Voilà. Bien, après ce préambule, on va donc commencer par la remise des prix niveau collège. Et pour cette remise des prix, je vais appeler sur scène les 4 candidats, c'est-à-dire Andrea, Maher, Morgane et Malicia. En deuxième et en troisième, on va dire, nous avons souhaité mettre à égalité Andrea, Morgane et Malicia. On peut les féliciter. Bon, si vous voulez venir chercher vos prix. Alors, qui vous remet les prix? Bon. Voilà. Et si vous avez effectivement l'esprit un tout petit peu déductif, vous avez dû comprendre que nous avons placé en première position Maher. Voilà. Bien. Je vois que vous partagez notre enthousiasme, et le sien, sans doute, de toute évidence. Bien, après donc cette remise des prix niveau collège, on va passer... Oui, bien sûr. Allez. Alors, merci pour votre compréhension et de votre enthousiasme. Vous m'avez tellement encouragé. Je suis très très fier, très immature. Vraiment, ça m'a fait trop de confiance sans moi et sans vous. Merci beaucoup pour votre respect. Et du coup, je me permets juste de dire que c'est donc Maher qui représentera Compiègne à la finale départementale. Bravo. Bonne chance. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où? Vous venez, les membres du jury? Ah oui, oui. Ils arrivent. Ça va. Ils arrivent. Ça y est? Bien, alors, pour cette catégorie lycée, nous allons décerner 4 prix. Un premier, un deuxième, un troisième, et puis un prix coup de cœur, parce que nous avons souhaité récompenser une plaidoirie aussi pour des qualités précises. Et en l'occurrence, pour ce coup de cœur, nous avons été séduits par l'originalité du sujet. Et pour ce prix coup de cœur, je vais donc appeler Maïssa. Voilà.
Mais vraiment, Maïssa, je le répète, nous avons été séduits par l'originalité du thème choisi. C'est pas courant. C'est pas courant et en plus c'est courageux. Voilà. Alors, on passe maintenant aux 3 plaidoiries qui ont été retenues. Alors, en 3e position, je dis bien, nous avons retenu le sujet 6, c'est-à-dire la prestation d'églantine. Voilà. Pour le prix numéro 2, nous avons retenu, il ne faut pas que je me trompe, hein, le sujet 5, c'est-à-dire vous y participez tous, de Laïla. Maïna. Voilà. Et le trophée et le sac. Ça va aller ? Voilà. Et donc, pour le premier prix, c'est-à-dire la plaidoirie que nous avons placée en tête, il est donc décerné à Maïna. Voilà. Et c'est donc elle qui va vous représenter aussi. Voilà. Tu veux dire quelque chose ? Merci, juste merci. J'ai pas de choses à dire. Je suis juste super fière de moi, super fière de tout le monde et merci. Alors, il y avait un autre vote aussi. Alors, le vote des lycéens, des lycéennes. Et du coup, vous avez choisi Laïla. Alors, j'ai pas trop le choix de parler. Ouais, du coup, je suis un peu forcée de parler, donc merci. Voilà, je suppose. Oui, si, merci. Et ça fait très très plaisir, merci beaucoup. Et voilà. Très bien. Bien, pour tous les autres qui n'ont pas été nominés, comme on dit, je tiens vraiment à vous dire qu'on vous remercie tous pour la qualité de votre travail, que vraiment aucun d'entre vous n'a démérité, que ce soit sur le fond ou sur la forme, et que tous vous méritez bien une récompense et qu'on espère bien vous retrouver peut-être l'année prochaine pour le concours lui-même. En tout cas, bravo et vraiment bravo à tous et merci. Je vais donner. Je suis extrêmement fière, d'une part de mes élèves, forcément. Elles ont été brillantes, tant en classe que là sur scène et encore plus sur scène. Je remercie aussi tous mes élèves parce que malgré tout, il y en a qui ne sont pas ici sur scène ce soir, cet après-midi. Mais honnêtement, vous avez tous brillé, même aussi les candidats qui n'ont pas été primés, mais qui vraiment, vous méritiez tous une place. C'est un exercice extrêmement difficile. Je ne fais pas la maligne pour tout vous avouer maintenant. Voilà, j'étais comme une enfant à entendre les noms des élèves nommés sur scène. Merci beaucoup, merci pour votre travail. Merci aussi aux collègues. Je compatis aux heures de correction de vos plaidoiries le soir. Merci à la Ligue des droits de l'homme et en particulier aussi, il faut la remercier vivement, Lucie Samad, parce que sans elle, c'est compliqué.
Merci aux membres du jury. Je compatis à la difficulté d'élire quelqu'un. J'étais ravie de céder la place à partir du moment où on était dans les finales en classe, puisque c'était très très compliqué pour moi de noter, d'avoir le rôle de celle qui note et qui évalue. Donc bravo à vous, merci à toutes et à tous, et l'année prochaine. Hein. Donc du coup, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un petit mot avant que je clôture? C'est bon? Les professeurs, est-ce que quelqu'un veut dire un mot? Non? Ah, Madame Gégou. Ah bah oui, la seule prof du collège, il faut bien ignorer le collège quand même. Voilà, elle est très contente de votre participation, elle le refera l'année prochaine. On l'entraînera pour faire une plaidoirie, d'accord? Du coup, là, si vous avez tout compris et tout suivi, c'est donc Leïla et Maëna qui représenteront Compiègne à la finale départementale. Qui sont cachés là-bas au fond. Il est là aussi. Donc on va clôturer parce qu'on sait que certains, vous avez des bus ou des trains à prendre. Donc moi, je remercie juste tous nos partenaires. La ville de Compiègne, tout à l'heure, Madame Schwartz était présente, l'adjointe au maire. Également la préfecture, le FDVA, tous les organismes qui luttent contre le racisme, l'égalité homme-femme. Le cinéma Majestic qui a participé à la réalisation des lots. Vic Prod avec là-haut Serge et Jérôme qui filment l'événement, qui vous permettra du coup d'avoir un souvenir de cette journée, de peut-être faire voir à vos parents vos plaidoiries pour ceux qui ont participé. En tout cas, ça laissera une trace. Je pense qu'on peut se dire à l'année prochaine. J'espère que tous les établissements vont poursuivre leur engagement, qu'on va continuer à s'étendre, comme le disait Madame Désira, à d'autres collèges aussi, et qu'on aura de plus en plus de classes. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. On se sent beaucoup mieux parce que du coup la pression elle est redescendue. Et c'était super, il y avait une superbe ambiance. Toutes les plaidoiries étaient vraiment géniales. Tout le monde s'est donné à fond et donc voilà, c'était super cool. Ça a été trop bien, j'étais plus fier, je suis fier de moi, j'ai été trop confiance sur moi. Après cet événement, ça m'a touché beaucoup, ça m'a intéressé beaucoup, vraiment. Le fait d'organiser ce concours de plaidoirie, je trouve que c'est une bonne occasion pour nous de parler de ces sujets qui nous touchent sans qu'on soit jugé, parce qu'on est face à des gens qui sont là pour nous écouter et on a des messages à faire passer et on peut les faire passer comme on le souhaite et de la manière dont on le souhaite. Quand on dit que notre génération est totalement désinformée et démobilisée au niveau politique et tous les sujets en fait importants de l'actualité d'aujourd'hui, et je trouve que c'est important donc oui de faire savoir que notre génération aussi en parle et bat pour avoir des droits.